Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au Salon de Genève en compagnie de Mathias Malzieu. Bonjour. C'est pas le vrai. Moi, c'est Mathieu Malzias. Je suis la version. Je suis le double maléfique du vieil enfant à Vibris, là. Donc, ça va être bien pire que prévu. On aime quand c'est pire. On aime bien quand c'est mieux aussi de temps en temps. Alors, donc, pour nous parler de son ouvrage, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, qui n'est pas qu'un ouvrage, parce que c'est aussi un spectacle Et un album. et un album. Tout à fait. Donc, le spectacle, il se dessine sous nos yeux quand on le lit. Oui, c'est-à-dire que. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un couple qui vient de perdre un enfant. Et le papa veut toujours un enfant et la maman n'en veut plus. Et pour orchestrer ce deuil, j'ai donné la parole à mes chats. Parce que dans le réel, mes chats me faisaient du bien. Et le réel est toujours Bien sûr qu'il y a des moments où on va chercher des choses dans le rêve et loin de soi. Il y a des fois quand on se rapproche, vraiment ça donne une solidité à un rêve. Et du coup de donner la parole aux chats, ça m'a permis d'avoir une option plus légère pour parler d'un sujet difficile. Et puis d'extérioriser aussi ce que vous ressentiez au fond de vous, peut-être, et qui par Je l'avais fait déjà, mais oui. sans les chats, et ça marchait moins bien, parce qu'il n'y avait pas la bonne distance. Et du coup, effectivement, en écrivant le livre, déjà, je portais un masque, parce que j'étais derrière le chat. Oui. Je me suis dit, et du coup, être sur scène avec un masque de chat, c'est chouette. Et après, j'avais écrit cette phrase un peu plus tard, où un des chats dit qu'il aimerait écrire une comédie musicale pour ceux qui se croient leur maître. Parce que dans les comédies musicales, même quand l'issue est inexorable, il y a toujours un moment où on a l'impression que la musique arrête le temps. C'est vrai. Que ce soit justement West Side Story que je reprends dans le spectacle et sur l'album, le Maria. Donc je me dis, il faut que je la fasse en fait. Donc il faut que je fasse une comédie musicale de poche avec des chats qui chantent, un écran, des fantômes. Et donc dans le moment où je relisais mon manuscrit, j'ai commencé à prendre des notes pour le spectacle. Et oui. Donc d'ailleurs, dans cet ouvrage, les chats ont des noms, ils sont nommés, donc c'est Tornado et June. C'est leur vrai nom. Voilà, et les maîtres, eux, ne sont pas nommés, ils sont définis par des périphrases. Ouais. Donc il y a la belle griffue et le vieil enfant à Vibris. Tout à fait. Voilà. Donc, et il y a une phrase qui revient souvent, c'est celle qui se croit ma maîtresse et celle qui se croit mon maître. Oui. Parce qu'effectivement, les animaux nous choisissent, mais on n'a pas cette notion de supériorité ou d'appartenance ou de propriété sur eux, en tout cas. Oui, puis après, c'est un vieux mythe félin, c'est-à-dire que on dit que, mais le sera-t-on véritablement un jour ? Probablement pas, et peut-être que tant mieux. On dit que le chien considère qu'il est content d'avoir un maître et de servir son maître, et que le chat, il est content d'être le maître et qu'on soit à son service. Et j'en sais rien, mais ça m'amusait de jouer avec ces codes-là aussi. C'était tout l'enjeu de l'écriture de ce livre. C'était à la fois de toucher un sujet difficile et en même temps d'utiliser la légèreté du décalage de la voix du chat pour trouver une meilleure distance. Le risque étant de faire un livre rigoloïde avec des chats qui parlent et qui passent à côté de l'émotion. Alors que l'autre risque était de tomber dans le pathos. Voilà, alors dans le pathos on n'y est pas, et dans le ridicule on n'y est pas non plus. C'était une ligne de crête qui était passionnante à tenir et qui demande un effort, parce que c'est plus facile finalement de tomber dans le pathos ou de faire que des blagounettes sur les chats. Non, là vraiment, donc la structure du roman, donc c'est très structuré, donc on est en 5 actes. Alors moi évidemment j'ai vu les 5 phases du deuil dans ces 5 actes, et il se rejoue sur un an. Donc on commence au printemps 2023 et la boucle se boucle au printemps 2024. Ouais, j'aimais bien cette idée-là. Ouais. J'aime bien Vous aimez bien les boucles. J'aime bien les boucles et j'aime bien
qu'il y ait des choses contradictoires. C'est-à-dire que un sujet difficile, des chats qui parlent, des fantômes, un bateau, mais une saison, 5 actes, 4 saisons. Ouais. Et oui, vous êtes toujours dans la règle, hein, dans la barrière, mais hop, on s'éloigne toujours exactement. Un petit peu du Et le chemin pas de sans côté. tomber. Exactement, le pas de côté tout le temps. Je pense que justement, j'aurais écrit le livre pas du point de vue des chats. J'aurais certainement pas fait 5 actes, Oui, les sûr. saisons, les machins. Là, ça aurait été trop rigide. Ouais. Et oui. En fait, c'est des dosages. On prend un degré de folie avec le chat qui parle et les fantômes qui sont dans la maison, donc on structure. Ouais. Si on a quelque chose de très réaliste, alors justement, c'est le temps d'éclater, enfin à mon sens. Hein. Ah mais oui, mais c'est ça. Mais dans toutes vos œuvres, de toute façon, vous jouez toujours sur ce double sens, sur que ce soit au niveau romanesque et au niveau fiction. Après. C'est aussi et sans doute parce que je n'ai pas le permis de conduire. Je peux me permettre de griller les feux comme je veux. Ah, vous franchissez la ligne blanche. Par contre, comme je le fais dire à Tornado à un moment donné, je n'ai pas non plus le permis de mal me conduire. Voilà, exactement. Alors d'ailleurs, voilà, ce qui moi m'a beaucoup amusé, et je sais que voilà, ma fille l'a lu, donc elle avait 12 ans ou 13 ans à l'époque, et c'est vrai que c'était les mots inventés, parce que donc ces chats, ils sont dans un univers, ils entendent des mots qu'ils s'approprient, qu'ils connaissent pas, donc voilà, on a l'amouраgie, on a plein de mots, de néologismes, mais qui appartiennent aux chats, et qui rendent du coup la pathologie plus douce finalement. Et moi, c'est l'amour. On sent l'amour entre les humains et les chats, mais aussi les chats pour les humains. Et vraiment, l'amour, voilà, c'est ce qui nous permet... c'est ce qui tient le roman, en fait. L'amour pour cet enfant perdu, qu'on ne connaît pas, mais que les chats voient, parce que, voilà... après, il ne faut pas trop en dire, vous le verrez. Mais c'est vraiment... on est jeté sur cette péniche, on s'inquiète pour le chat, on s'inquiète pour le maître, on s'inquiète pour tout le monde. Et au final, il y a tellement d'amour qui s'en dégage que très rapidement, on ne s'inquiète plus. On se dit que tout est en train de se mettre en place, ils se soignent mutuellement, ils sont là les uns pour les autres, et tout est en train de rentrer dans l'ordre. Vous parlez il y a des références à Boris Vian. C'est vrai que dans votre univers, on voit beaucoup... sur les comédies, tout ça, on est dans l'écume des jours de toute façon. Il y a toujours ce décalage dont on parlait tout à l'heure. Il y a le raisonnable, mais il y a la folie. Boris Vian, j'ai encore chanté dans son appartement il y a quelques jours. Et j'étais le parrain de son centenaire. Et pardon. Et j'ai une histoire particulière avec lui. On m'a offert, c'est une petite amoureuse que j'avais quand j'avais 18-19 ans. Elle s'appelait Chloé. Elle s'appelait Chloé parce que l'écume des jours. Et quand elle m'a quitté, elle m'avait offert le bouquin L'écume des jours. Et je l'avais pas lu, moi j'étais un peu... Et les mecs à 17 ans, 17-18 ans... Oui, c'est pas l'écume des jours. Compliqué, hein. Ils écument les jours, mais ils ouais, c'est... Tu vas voir, hein. Être obligé d'avoir un peu des... Ouais, être patient, hein, parce que déjà on ne vous rattrape jamais vraiment. Mais alors à cet âge-là, l'écart il est monstrueux. À l'arrivée à la grande adolescence, là... Mais elle a son frère qui a 18 ans, c'est donc terrible. du coup, c'est terrible. Enfin, je ne veux pas faire de généralité, hein, bien sûr, mais c'est de tendance quand même. Et donc, elle m'a dégagé parce que je n'étais pas très intéressant, elle avait raison. Mais du coup... Elle vous a donné une clé quand même avant de dégager. Et je suis resté avec ce livre et je l'ai lu. Et là, en fait, il y a un monde qui s'est ouvert. Parce que justement, ce côté très sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on est sérieux dans la mesure où on travaille, mais on ne se prend pas au sérieux. C'est ça. Et c'est le premier à m'avoir fait comprendre la nuance capitale entre des gens qui se prennent au sérieux, ne sont pas toujours très sérieux, parce que de toute façon, ce n'est pas très sérieux de se prendre au sérieux. C'est sûr. Et l'idée de faire les choses sérieusement et de ne pas se prendre au sérieux. C'est le principe d'un jeu. Exactement. On fait une partie de ping-pong. Si je me prends au sérieux au point de gueuler parce que je perds, je rends le moment insupportable pour moi et pour l'autre. Ouais. Si par contre dans l'autre je fais ouais moi je m'en fous, ding 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 ding, parce que je suis pas trop cool,
en fait, je ne suis pas sérieux. Donc, je fais semblant que je me prends pas au sérieux, mais en fait, je suis tout simplement pas sérieux. Donc, c'est une autre manière de se prendre au sérieux. Tout à fait. Ouais. Donc, on joue. Bah, tu respectes ton adversaire. Bah, tu essayes de gagner. C'est une manière de le respecter. Ah oui, Par tout à contre, fait. quand tu gagnes ou que tu perds, après, tu vas boire un verre et c'est rigolo. Voilà. Et c'est là que tu t'amuses. Ouais. Et pour moi, en essayant d'écrire des histoires, des chansons, des livres, des films, et même au jour le jour, alors je peux des fois être plus fatigué, je vais râler sur un truc, je vais me prendre un peu trop au sérieux, ou je vais pas être assez sérieux sur un truc. Ça arrive, je suis un être humain, je suis pas parfait. Mais il y a un moment où on relâche et là, hop. Mais j'essaie tout ça. En fait, la question, c'est ce qu'on fait d'après. Rater quelque chose, c'est jamais grave. Mais qu'est-ce qu'on en fait du moment où on a été un peu trop sérieux ou pas assez, on s'est pris un peu trop au sérieux. Quand après, on continue d'ajuster, alors il y a un chemin possible. Eh oui, c'est sûr. Et c'est le bon chemin. C'en est un. C'est Voilà. celui que j'ai envie d'emprunter. En tout cas. Donc, bon, évidemment, on voit une similitude avec Tornado. Moi, j'avais lu le journal d'un vampire en pyjama, forcément. Bien sûr. Donc, il y a voilà, cette mise en miroir. Il y a aussi la mise en miroir, donc le deuil périnatal, qui est quand même, qui est pas vécu de la même manière du côté de la maman et du côté du papa, forcément. Et c'est vrai que la maman garde forcément cette blessure en elle. On a un autre lien à ce fœtus, avec ce fœtus, et que le papa, malheureusement, peut avoir au bout d'un certain temps, mais souvent c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que dans ce roman, il y a cette notion de résilience aussi pour le papa, de se dire, voilà, j'accepte, c'est difficile, mais j'accepte et j'avance. Oui, puis c'est plus que ça, même, parce que en fait, il y a un double deuil. Il y a un double deuil. De la paternité et de l'enfant. Voilà, il y a la paternité, il y a l'enfant, celui-là, sur lequel on s'est projeté, et après le fait qu'effectivement, dans la vraie vie comme dans le livre, ma femme, elle, a travaillé sur elle, et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est ce qu'elle pense aujourd'hui, donc si c'est ce qu'elle pense, c'est elle qui a raison, que peut-être même elle n'en a jamais voulu. Eh oui. Pour moi, c'est terrible, quoi. Parce qu'à la fois, il y a le deuil de cet enfant, le deuil de l'idée de paternité, ou alors il faut partir. Et j'aime cette femme. J'ai pas envie de faire du scrolling, même dans la vraie vie, pour trouver la femme qui a le bon âge, qui veut un enfant avec un écrivain-chanteur qui part tout le temps partout. J'ai pas envie, en fait. Oui, bien sûr. Donc ça fait beaucoup de deuil, et puis le fait qu'en plus, elle l'a fait par amour pour moi, et qu'en fait, c'était pas son truc. Et oui, Donc il y a donc elle a une culpabilité de ne pas me donner mon rêve, et moi j'ai une culpabilité donc ça fait beaucoup de choses à résoudre, mais c'est fait partie de la vie aussi. Si dès qu'il y a du travail on souffle et on contourne. On n'avance pas. Non, mais après il faut petit pas par petit pas. On peut Voilà. pas. J'avais rencontré en Islande un himalayiste. Il me disait l'himalayiste. Le gros problème, c'est qu'on fantasme l'Himalaya et on regarde le sommet. Tous ceux qui regardent le sommet n'y arrivent pas. Et ouais, faut regarder les paliers. Petit pas par petit pas. C'est ça. Si je vous offre un gâteau énorme comme ça, même s'il est très bon, vous essayez de tout mettre dans la bouche, vous allez vous en foutre partout et être malade. Et je le savourerai pas. Petite part, une part. Hop, la fin revient. Deuxième part. Et pas, ah ouais, mais il faut que je finisse. Finalement, on se rapproche du sommet. Et qu'on l'atteigne ou pas, au moins on a cheminé. Ah mais exactement. Et on a tiré les enseignements, puisque chaque rencontre, chaque chose qui se présente à nous, il y a un enseignement à tirer, c'est pour quelque chose. Ouais. Donc, et c'est les enseignements qui sont intéressants. C'est le message, pas le messager. La phrase je crois qu'elle est de Nietzsche, mais je suis pas sûr, qui dit la joie est plus dans l'élan que dans la victoire. Voilà, exactement. Et Socrate disait l'échec, c'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Oui. Et c'est exactement, c'est pareil. Voilà, il faut continuer à progresser petit à petit. Et puis après, on accélère, on a des moments d'accélération, et on a des moments de pause. Et souvent, moi je dis à mes enfants, les moments de pause, ils sont plus importants que les moments où on avance. Le palier, il est très important parce qu'on consolide finalement. Ouais. Et il y a un autre philosophe qui a dit un truc génial là-dessus, c'est Sylvester Stallone. Je croyais que c'était Jean-Claude Van Damme. Non, Sylvester Stallone, il a dit un truc, il a écrit dans Rocky, un truc génial,
quand Rocky est champion du monde, il lui dit, il y a un journaliste qui fait « Ah oui, vous êtes champion du monde parce que vous êtes le meilleur puncher ». Je dis « Non, je suis le champion du monde et puncher, il y en a partout. Parce que moi, quand je vais au tapis, je me relève à chaque fois. » Et ouais, voilà. Exactement. Mais c'est pas si con, hein. Ah ben non, il a raison. L'essentiel, c'est de se relever et de continuer. Alors, la littérature et l'écriture, pour vous, ça a été une évidence depuis toujours ou pas? Non. D'abord la musique. Non. Qu'est-ce qui est venu en premier? Oui, quand même, la littérature, c'est un grand mot, mais... Quel est le roman qui vous a bouleversé? Oula, vous avez 7 heures? Non. Non, je dirais que c'est l'imagination d'abord. Avant qu'elle se canalise dans les chemins des livres, de la musique et du cinéma, c'est par exemple, on m'a amené voir E.T. à 8 ans et ça a changé ma vie. Je suis sorti du film, c'était plus pareil. Donc j'ai été touché par des choses, des histoires, donc c'est les histoires. Et je me racontais beaucoup d'histoires aussi. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé à écrire des textes. Mais sans me dire je vais être écrivain ou chanteur ou... Donc c'était des textes sur ce qui vous touchait, sur Ouais, c'était un peu du... C'était pas du journal intime, mais c'était des humeurs, quoi, des réflexions, Et puis après, j'ai commencé à prendre la guitare et j'ai pris dans ces textes des petits bouts de choses et j'ai fait des premières chansons avec. Et quelques années plus tard, d'une chanson, j'ai fait une nouvelle, puis plusieurs nouvelles. Ça a donné mon premier recueil de nouvelles qui s'appelle 38 mini-western avec des fantômes. Et voilà, ça s'est passé par un petit chemin de chasse au trésor, de jeu de piste entre la littérature, le cinéma, les chansons, le rock'n'roll, plein de choses, mais de manière jamais sectaire. Voilà. Moi, j'ai jamais eu envie d'être le chanteur de rock ou l'écrivain de l'imagination. Vous seriez prise au sérieux sinon. Exactement. Et bien sûr, il y a le risque toujours de ça. Mais en fait, ça m'amuse pas. Et moi, j'ai besoin de m'amuser, même, et j'ai envie de dire, surtout quand c'est grave. Ah bah évidemment. Ouais. Mais c'est là que le message passe le mieux, de toute façon, on désamorce. C'est ce que je crois. Ouais. Je le crois aussi. Donc, est-ce qu'il y a un autre roman en préparation? Il y en a 2. Il y en a 2. Ah, moi j'avais lu Le Guerrier de porcelaine, qui était magnifique. Oui. Cette fois, c'est sur votre grand-père. C'est mon père. Votre père? Ah, je crois que c'était le grand-père. C'est mon père, ouais. C'est mon père. Et il était très très beau. Il y a peut-être un projet de film sur celui-là. Ah, super. Donc là, il y a 2 romans. Et il y en a un, je vais faire mon premier livre jeunesse. Ah, super. Chez Ozu. Ah oui. Un roman de l'Avent, c'est-à-dire 24 chapitres, bien ça, ouais. scellés. Ouais, chaque jour, Voilà. on décoche. Et en fait, je reprends le principe du voyage dans la Lune de Méliès. Sauf que je caractérise vraiment l'équipage de la fusée. Et que certains vont se retrouver coincés sur la Lune, alors qu'ils n'ont plus trop d'oxygène. Et il va y avoir une histoire d'amour impossible et une histoire de famille aussi, avec peut-être qu'on ne sait pas pourquoi, quelqu'un qui est déjà allé sur la Lune avant. D'accord. Et ça s'appelle Un Noël sur la Lune. Un Noël sur la Lune. Bon, lundi décembre alors du coup. Ça là on l'aura en fin septembre. Parce que comme c'est les calendriers de l'Avent, la vente se fait avant. Jamais quand on les a trop tôt, après. Normalement il faut attendre, chacun fait ce qu'il veut. Et après le deuxième c'est pour Albin Michel. Normalement dans un an là il sera en train de sortir. Super. Et là ça s'appelle De l'autre côté de la mer. Et c'est l'histoire de ma mère à Oran, donc de l'autre côté de la mer. Au sens propre comme au sens figuré, qui gagnait des radios crochets avec sa tante quand elle était petite, et qui a été interdite de chanter par sa mère, et qui a gardé sa fantaisie et qui l'a mise uniquement dans sa manière de cuisiner et de me transmettre. Et qui au moment où je l'ai perdue il y a plus de 20 ans, au moment où elle est tombée malade, elle s'est mise à écrire des poèmes et une espèce de livre de mémoire de ses souvenirs d'enfance. Et en fait, j'écris la suite de ce qu'elle n'a pas pu écrire. Et j'écris les chansons imaginaires de ma mère avec Dionysos. D'accord. C'est un merveilleux projet. Hein. C'est un drôle de truc. Ouais,
Ça me... Ouais, c'est très bien. Donc j'ai sur ces 2 trucs sur l'album. Il y a des projets de films, mais tellement longs à financer et tout que je n'abandonne plus la proie pour l'ombre, comme on dit. Bah oui, voilà, Donc si ça se fait, ça se fait, mais j'attends plus le film pour sortir un surtout album. quand on lâche et ça se met en place des fois. Parce que c'est... Oui, c'est vrai. Donc... Bon, pour juillet, il y aura peut-être une réponse d'ici là. Bon, mais est-ce qu'on rajoute quelque chose? En tout cas, c'est un merveilleux livre qu'il faut lire à tout âge, donc à partir de 12 ans et jusqu'à plus de 100 ans, évidemment. Donc, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Vous l'entendez toujours, le cœur des chats? Ouais, j'aime bien aller écouter ce Tornado. Je l'ai vraiment beaucoup fait, parce que vraiment le matin, Bah oui. quand il dormait profondément, on ne savait pas qu'il respirait très lentement. Des fois, cette phrase m'est venue parce que j'écoutais son cœur Bah oui. sans savoir si j'étais pas sûr qu'il battait encore, quoi. Et aujourd'hui, il va bien. Ah, aujourd'hui, il va super bien. Il est tout gros. Il fait du paddle. Super, il fait du paddle. Mais il est un peu dangereux sur le paddle. Ah ouais. June, ça va. Elle est là, elle écoute les oiseaux. Mais Tornado, il saute et tout. Donc, Ah ouais. je ne prends plus parce que j'ai peur. Il est comme. Il est un peu plus comme moi. Ben, Moi, merci. avant de finir, j'aimerais avoir une question de vous. Oui. Alors, prends ma place. Hop, un peu d'électricité statique. Tu l'as senti? Oui. Alors. Alors, présente-toi. Moi déjà c'est Ise. Mhm. Et je sais pas trop par où commencer. Par la fin, c'est plus simple. Déjà j'ai beaucoup aimé la manière que vous aviez, comme l'a dit ma mère, de déformer certains mots. Mhm. Parce que c'est vrai que de rentrer dans cet univers avec, en se mettant à la place de ces chats, c'est quand même très... C'est écrit avec une finesse, c'est écrit avec une précision qui est... Moi j'ai beaucoup aimé ces détails-là. Merci beaucoup. C'est normal. C'est un jeu. Et ça, pareil, c'est aussi les néologismes. Ça aussi, c'est un dosage. Parce que j'en ai plein d'idées. Et si je les mets tous, ça sature le texte et on les voit plus. Mais par exemple, l'uérophone, pour l'instant, ça c'est vraiment... J'en ai gardé peu pour qu'en fait, ils ressortent. Oui. Et pour pas que ça soit juste un gadget d'écriture, un tic d'écriture. Il aime bien faire des mots valises. J'aime bien en faire. Mais j'essaie ensuite de les trier pour qu'ils gardent leur effet. C'est comme si tu cuisinais un gâteau. Oui. Tu vois, si parce que tu aimes la chantilly et le sucre glace, tu mets chantilly, sucre glace, tu remets du sucre et encore de la crème anglaise. Même si c'est que les trucs bons, c'est... Alors que si tu mets juste, hop, un petit peu de crème anglaise et un tout petit truc de chantilly sur un truc très fruité, alors là, et le peu de chantilly qu'il y a, il change tout. Il faut savoir doser. Ça fait partie du travail. Et puis des fois, on se trompe et on redose. C'est là qu'est tout l'art de l'écriture. C'est là qu'est tout l'art de l'écriture. Il y a plusieurs. Savoir doser, C'est un des arts, le dosage. Après, il y a le style, il y a le choix des sujets, il y a le recul par rapport au sujet, il y a 1000 choses. Et tout est en mouvement tout le temps. C'est-à-dire que tu me poserais la question dans 2 ans sur les prochains livres. Eh ben, j'aurais pas eu le même processus que sur le chat. C'est pour ça que c'est absolument passionnant. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les fantômes se logent dans le cœur des chats. Parce que c'est vrai que ces chats, on pense juste que ce sont des animaux, mais ils ont quand même quelque chose, ils transportent beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Ça, c'est un détail qui m'a beaucoup plu aussi, qui m'a beaucoup ému. Mais j'aimais bien l'idée qu'il soit, que les chats soient hantés. Et que ça faisait comme une espèce de filtre pour que ça aurait été un livre plus dur si j'avais fait juste des fantômes dans la maison. Ça aurait pu. Et en fait là ils sont dans le cœur des chats. Donc ils sont comme un peu inifugés. Oui. Il y a une douceur supplémentaire. Et puis ils jouent aussi un grand rôle dans l'histoire. Ah bah bien sûr. Ils accompagnent vraiment tout le long. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre qui s'appelle L'Extraordinarium, où il y a tous mes livres avant celui-là, et ce qui se passe avant et après chacun de mes livres. Des nouvelles de 40 pages. Et là, j'ai ouvert un nouveau dossier qui s'appelle Extraordinarium 2, et où il y a ce qui se passe juste avant L'homme qui écoutait battre le cœur des chats,
et ce qui se passe après. Et ce qui se passe avant, c'est une discussion, c'est une conversation avec Macha. Et ce qui se passe après, c'est une conversation avec Gaston. Et le dernier truc que demande Gaston, c'est bon, ok, j'existe pas, mais puisque j'existe pas, tu pourrais m'inventer un truc cool. Donc moi, je dis, qu'est-ce que tu voudrais que je t'invente? Et il me dit, j'aimerais bien aller sur la Lune. Cut, et ça repartira sur le voyage dans la Lune. Mais je vais les prendre alors. Ce sera une belle découverte. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous.